Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Entreprenez, l'émission du Figaro Live qui donne la parole tous les mois aux PME, aux entrepreneurs, à tous ceux qui lancent leur entreprise et qui vous donne aussi la parole à vous les internautes puisqu'on est en direct sur Figaro.fr et le fil Facebook du Figaro. N'hésitez pas à nous poser vos questions, on essaiera d'y répondre le mieux possible avec nos invités. Et ce mois-ci, on va parler projet, nouveautés, création, audace, même avec le dernier numéro du Figaro Entrepreneur qui est dédié aux PME qui innovent, comment s'inventer, se réinventer, s'adapter à la transition numérique, trouver de nouveaux produits, de nouveaux débouchés, et tout ça dans un contexte de morosité économique qui n'incite pas toujours à la prise de risques. Pour en parler, on reçoit cette semaine deux chefs d'entreprises innovantes, chacune à leur manière. Stéphane Beretti, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes le président de Store et Rideau, une société que vous avez rachetée en 2006 et qui, comme son nom l'indique, fait des stores et des rideaux sur mesure. Absolument. C'est a priori un secteur où il n'est pas toujours facile d'innover. Oui, on est dans le textile, on vendait à l'origine aux entreprises et aux collectivités, donc on avait à peu près tous les paramètres pour que ça se passe mal. Mais vous avez su vous réinventer et vous adapter Absolument. à la transition numérique. On a été confronté à une problématique qui est de trouver des clients et on a décidé d'adresser le marché du grand public. Et la seule opportunité qu'on a trouvée et la seule façon de maintenir notre ADN qui était de faire des produits sur mesure, c'était de nous tourner vers l'Internet. Et donc on a numérisé complètement notre activité. On y reviendra tout à l'heure. Jean-Baptiste Guignard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président et cofondateur de Clé. Alors c'est une société de reconnaissance gestuelle qui permet, grâce à des gestes, de moduler la musique, mais qui a aussi potentiellement plein d'autres applications. Alors c'est pas potentiellement, c'est qu'effectivement le Il y en a. point de départ est musical. Maintenant, les segments qu'on adresse sont très très larges. C'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée, surtout aux États-Unis, l'automotive en Europe. L'auto, vous travaillez avec Renault, je crois. Exactement. Et puis pour la Chine, alors là c'est frémissant, mais on est effectivement très prochainement en natif dans certains téléphones portables chinois. D'accord, on y reviendra aussi tout à l'heure. Bruno Jacot, bonjour Bruno. Bonjour Olivier. Alors vous êtes le rédacteur en chef du Figaro Entrepreneur, qui est donc consacré ce mois-ci à ces PME qui innovent. Et alors le constat que vous faites, c'est que l'innovation, c'est pas seulement les produits, mais c'est aussi la façon dont on produit et dont on organise la société. Voilà, il y a effectivement deux manières d'innover. Clé, c'est l'innovation technologique pure et dure, si j'ose dire. Store et Rideau, c'est au contraire une activité traditionnelle qui s'est adaptée au numérique. Et en fait, l'innovation, elle peut être à la fois commerciale, marketing, on peut avoir dans le social, l'organisation même de l'entreprise. Donc c'est vraiment une innovation multiforme aujourd'hui. Et cette innovation multiforme, elle est vraiment propulsée par la montée en puissance du numérique dans toute l'économie. Alors, c'est vrai qu'en France, les entreprises bénéficient d'un environnement très favorable. Le crédit impôt recherche, les incubateurs, les structures de recherche, il y a vraiment plein d'outils que vous pouvez retrouver sur le Figaro Entreprise de cette semaine. Alors dans un souci de clarté, on va essayer de se concentrer sur quelques points pour vous donner les clés et les principales choses à retenir. Alors avant d'entrer dans le débat, on a lancé un sondage Twitter. On dit souvent qu'en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Est-ce que vous partagez ce constat? On vous a posé la question, est-ce que les entreprises françaises sont inventives? Et la réponse à 62%, c'est non. Est-ce que ça vous interpelle comme constat? Oui, je pense que c'est ce que les gens pensent, mais je ne pense pas que ce soit la réalité, parce que, disons qu'on peut être inventif en France, parce qu'on a du savoir-faire. On a des vrais savoir-faire. Nous, dans notre domaine, c'est des savoir-faire traditionnels, mais on a des savoir-faire, et c'est notre travail de chef d'entreprise d'être inventif pour justement les maintenir et les pérenniser. D'accord, vous pouvez continuer à répondre sur Twitter, la réponse en fin d'émission. Alors pour faire un état des lieux, on va regarder un chiffre, 47%, c'est le nombre de managers de PME qui estiment que l'impact du digital sur leur activité d'ici 5 ans sera minime, c'est presque 1 sur 2. Est-ce que c'est inquiétant, Bruno? Y a-t-il une forme de déni sur la nécessité d'innover? Je ne sais pas si c'est un déni ou en tout cas il y a peut-être de l'attentisme. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont peut-être pas tout à fait réalisé qu'il fallait changer leur manière de faire, leur manière de produire. Et c'est un attentisme qui est aussi dû au fait que le boulot de chef d'entreprise, ça prend du temps, donc on prend pas assez de recul, on reste dans le présent et on ne se projette peut-être pas assez dans l'avenir.
Alors vous, justement, Stéphane, vous avez pris justement ce tournant il y a plusieurs années. Vous avez vu que votre marché rétrécissait et vous avez décidé tout simplement de changer de cible. Absolument. C'est-à-dire qu'on a gardé notre cible traditionnelle, mais elle ne nous suffisait plus à survivre, donc on en a cherché une autre, c'était le particulier. Et nous, on a un ADN qui est de fabriquer que du sur-mesure, ça a son importance, et de le vendre en direct. Donc le seul moyen, c'était de se tourner vers l'Internet pour toucher le particulier. Et vous avez aussi lancé une application en interne pour repenser les process dans votre entreprise. Oui, alors ça c'est venu dans un deuxième temps. Si vous voulez, on a d'abord eu une numérisation externe pour développer notre activité. Et ensuite, comme ça a commencé à fonctionner, il a fallu que très vite, on se réadapte complètement en interne pour faire face justement à ce succès-là. Et c'est la deuxième digitalisation, celle qu'on n'avait pas nécessairement prévue au début et à laquelle il a fallu vous avez été confronté assez rapidement. Très vite réagir, oui. Alors vous, Jean-Baptiste, innovation, c'est la base de votre société. Hein. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. En fait, j'allais répondre tout à l'heure. Je pense qu'on est plutôt du côté du déni. Parce que manifestement, la révolution numérique, c'est une révolution industrielle. C'est-à-dire que ça va avoir un impact majeur sur la relation au travail, sur la nature des emplois, et c'est juste évident. Il y a un gros buzz, certainement très infondé, sur l'IA en ce moment. Alors, l'IA forte qui va penser toute seule, etc., on n'y est pas du tout. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pour nos auditeurs. En revanche, il est absolument clair que des automatisations de large échelle, ce qu'on appelle généralement intelligence artificielle faible, vont transformer la nature de notre relation au travail, c'est évident. Alors, on a une réaction de Stéphanie qui, elle, est plus positive puisqu'elle dit « Moi, je trouve que oui, nos entreprises sont innovantes, mais je pense toutefois que l'innovation n'est possible qu'en équipe. » C'est un peu ce que vous avez... C'est tout à fait clair, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, dans une PME en tout cas, c'est vraiment une remise en cause de toute l'entreprise. C'est-à-dire que, en ce qui nous concerne, on n'a pas changé de produit. On fait toujours des stores et des rideaux. Donc en fait, toute l'innovation, elle est venue d'ailleurs. Elle est venue de la façon de commercer, de la façon d'emballer, de la façon de contacter les clients. Donc l'innovation, si vous voulez, c'est toute l'entreprise qui doit se mettre derrière. Se mettre en mouvement. Absolument. Alors, avoir des idées, c'est une très bonne chose, mais les garder, c'est encore mieux. Et il y a une chose très importante à garder en tête, c'est évidemment le brevet. Alors Bruno, qu'est-ce que le brevet? Qu'est-ce qu'on peut breveter? Et surtout, à quoi ça sert? On peut breveter des solutions techniques qui apportent une réponse à un problème technique. Et une invention doit bien sûr être nouvelle, donc il ne faut pas qu'elle ait été divulguée auparavant. On peut tout breveter, sauf les bonnes idées. Une bonne idée, elle n'est pas brevetable en tant que telle. Il faut qu'elle ait une application, concrète dans un processus industriel. Et on ne peut pas breveter les logiciels qui sont soumis au droit d'auteur. Mais en revanche, on peut breveter une technique qui comprend un logiciel. Voilà. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez effectivement des brevets pour Clé. Oui, c'est un peu votre dada pour vous les brevets, parce qu'à chaque innovation, c'est breveté. Alors effectivement, je n'irai pas complètement dans ce sens-là non plus, c'est-à-dire qu'on a effectivement 10 brevets, 8 provisionals et puis 2 brevets français extension monde. Et évidemment, on dépose aussi des choses à l'APP, Association de la protection des programmes. Le code source est déposé tous les 15 jours. Par contre, dans le cadre d'une stratégie de dépôt de brevet, généralement, on ne dépose pas ce qui fait le cœur technologique, parce qu'on sait très bien qu'à 18 mois, eh bien, c'est public. Donc, il s'agit de déposer des petites choses. Il y a un trop gros risque de... Exactement. Il faut déposer des petites choses qui sont innovantes, mais certainement pas le cœur du secret. Alors, on retrouve toutes les étapes de la procédure de dépôt de brevet, qui est relativement simple dans le Figaro Entrepreneur du mois de décembre. C'est assez peu coûteux, je crois. Voilà, à peu près, entre le dépôt, le rapport de recherche, la délivrance du brevet, on est autour de 700 000 € selon... Mais ce qui est important, je pense, malgré tout, à préciser, c'est qu'il vaut mieux s'entourer d'un conseil. Comme il y a des avocats, des experts comptables, il y a des conseils en propriété industrielle. Et eux sont parfaitement à même de guider une entreprise pour vraiment bien déposer le brevet, ne pas commettre d'impair administratif qui pourrait tout mettre par terre. Vous, de votre côté, Stéphane, vous avez remis en cause tous vos process, mais est-ce que le brevet, ça fait partie aussi de votre problématique au quotidien ou moins? Non, nous on est dans la première catégorie, c'est-à-dire les bonnes idées et la bonne volonté des gens, ça ne se dépose pas. D'accord. En tout cas, on a Flo qui réagit et qui vous dit bravo Store et Rideau, vous avez fait preuve d'adaptation et vous avez beaucoup de mérite dans un pays champion du monde des charges. Donc voilà, des internautes qui saluent. C'est vrai, mais c'est un vrai sujet ça. C'est qu'on est aussi champion du monde du savoir-faire. Et je crois qu'il ne faut pas dissocier l'un de l'autre. C'est-à-dire peut-être qu'on a des coûts qui sont supérieurs, mais on a des savoir-faire qui sont supérieurs. Et si on arrive à bien les organiser, on peut tirer notre... Il faut y aller, ça veut dire qu'il faut oser et il ne faut pas reculer devant les bonnes idées. Je peux rebondir peut-être sur le savoir-faire. C'est vrai que
Nous, on est en France, à Paris, à Bordeaux, mais on est aussi aux États-Unis. Et quand même, l'image française est celle de l'ingénierie de haut degré et de la science, en fait. Voilà, donc on peut dire ce qu'on veut sur les charges, etc. Mais le savoir-faire, c'est vrai aussi du côté technologique, et ça fait lien avec la question de tout à l'heure. On est innovant, on est très proche de la recherche souvent. Alors, on va regarder une petite statistique avant de terminer sur ce point sur les brevets. Il y a environ 16 000 brevets qui sont déposés tous les ans. C'est en léger recul. Le brevet, c'est une dépense parfois que certains voient parfois comme contraignante, mais ça peut aussi être, Bruno, une source potentielle de recettes. D'une part, ça permet effectivement de protéger donc, le produit qui sera vendu et donc de préserver une sorte de monopole de l'entreprise qui aura déposé le brevet. Pour un innovateur ou un inventeur qui n'a pas d'argent mais qui a pu déposer un brevet, c'est un actif, donc une richesse pour lui, patrimoine. Qu'on peut valoriser. Qu'on peut valoriser ensuite dans une augmentation de capital. Le brevet peut tout à fait être valorisé et donner droit effectivement à tant de pourcentage du capital, etc. Donc c'est une vraie richesse de toute manière, alors qui est limitée dans le temps, mais qui est une richesse de quelques années quand même. Oui. Alors il existe aussi un brevet européen. Est-ce qu'il faut juste breveter en France? Est-ce qu'il vaut mieux breveter en Europe? Est-ce que c'est facile? Je crois que Jean-Baptiste, vous avez un point de vue là-dessus? Oui, bien sûr, facile, je dirais pas ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps, même si on est accompagné, et il faut l'être, vous avez entièrement raison. Il y a un jargon juridique, il y a une manière de mettre des revendications qui est très spécifique, très codifiée, donc on ne peut pas le faire tout seul. Honnêtement, il faut être accompagné. Il faut être absolument accompagné. Maintenant, ça se fait bien, et puis si c'est un travail de longue haleine avec un cabinet en particulier, ça va de plus en plus vite. Voilà. Alors, on voit qu'en temps de crise, ce qui peut freiner l'innovation et la recherche-développement aussi, c'est le manque de moyens financiers. Alors, heureusement, il existe toute une série d'aides pour avancer, et notamment le crédit impôt recherche, le fameux CIR. Alors, on voit qu'en France, l'année dernière, il y a 22 800 entreprises qui en ont bénéficié. C'est beaucoup. De quoi il s'agit exactement, Bruno, et quelles sont les dépenses qui sont éligibles à ce crédit impôt recherche? Alors, c'est le crédit impôt recherche, ou CIR, c'est la possibilité de déduire les dépenses de recherche et développement d'une entreprise de l'impôt sur les sociétés. Donc à hauteur de 30% de ses dépenses jusqu'à 100 millions. Voilà, c'est un avantage fiscal, pardon. Voilà, disons, ça fait même une sorte de petit paradis fiscal de la recherche en France. Voilà. Et toutes les entreprises y ont droit, que ce soit des grands groupes, des PME, des toutes petites entreprises, voilà, tout le monde y a droit. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. Voilà. Vous, Jean-Baptiste, vous avez eu recours à ce dispositif. Vous avez beaucoup de chercheurs, donc. Oui, alors nous, effectivement, on est une émanation de la recherche. Alors c'était plus simple peut-être que pour d'autres. Mais effectivement, on est jeune entreprise innovante, et donc il y a un entretien annuel de réassurance sur le caractère très innovant et très orienté recherche. Et puis le CIR au départ, puisqu'on était au départ surtout une boîte tech très recherche, nous a beaucoup aidé. Sans ça, honnêtement, vous n'auriez pas pu vous lancer. On n'aurait pas survécu, voilà. Parce que c'est un produit très particulier qui a mis plusieurs années à arriver. Donc effectivement, la France, pour ça, est absolument bienveillante. Et aux États-Unis, généralement, lorsque je raconte le type d'aide qu'on a en France, personne ne nous croit. BPI, JEI, il tombe des nues CIR, sur les aides qu'on peut avoir en France. Voilà, you gotta be kidding me, mais c'est vrai. Vous, Stéphane, vous êtes réinventé. Est-ce que vous avez trouvé des appuis humains, financiers, pour relancer Storyrido au moment où vous étiez dans une passe un peu plus compliquée? Alors, on était dans une passe un peu plus compliquée, donc c'était difficile de trouver des financements. Mais on a été accompagné par nos banques, donc une relation assez classique, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on a présenté notre projet et le fait est que nos banques, qui sont, alors c'est des banques en région, c'est des banques et donc ils nous connaissent bien, ils savent que l'entreprise a un savoir-faire. Mais on a été accompagné par nos banques, donc on s'est un peu endetté et puis on est parti, quoi. Alors, vous parliez tout à l'heure, Jean-Baptiste, d'un autre outil qui est le statut de jeunes entreprises innovantes. Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est et quels critères on doit avoir pour y prétendre? Là, c'est effectivement des avantages en termes d'exonération d'impôt sur les sociétés et ça concerne effectivement des entreprises qui ont moins de 8 ans, donc on est jeune jusqu'à 8 ans.
Il faut qu'elle soit détenue en majorité par des personnes physiques. Et également, il faut des critères d'emploi qui sont elles doivent employer moins de 250 personnes. Voilà, c'est plutôt un avantage fiscal au niveau de l'impôt sur les sociétés. Oui, on voit justement tous les critères dont on a besoin pour pouvoir y prétendre à l'écran. Donc on voit il y a plein de dispositifs qu'on retrouve donc dans le Figaro Entrepreneur de ce mois-ci. Alors l'innovation, c'est effectivement des moyens financiers, mais c'est aussi un facteur humain. Stéphane, vous êtes totalement réinventé. Comment ça a été perçu en interne? Comment vous avez réussi à emmener vos équipes dans cet esprit d'innovation? Alors, bon, la situation était un peu délicate, donc les gens sont à l'écoute vraiment de ce qui peut permettre de sauver l'entreprise. Mais c'est pas tellement ça qui a été frappant, c'est qu'au début j'ai entendu souvent la phrase « avant on faisait comme ça ». Et aujourd'hui... C'est pas facile de sortir de cette avant on faisait comme ça et maintenant il faut faire comme ça. Absolument. Et en fait, vous êtes obligé d'intégrer les gens dans le processus. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on n'a pas changé notre métier de base. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire que les gens continuent à faire les mêmes produits. Ce qu'on a essayé de leur expliquer, c'est qu'on allait les faire, on allait se réinventer pour essayer de toucher d'autres clients. Et donc ça, c'est un petit processus qui a duré... Alors le succès aussi a facilité tout ça. Donc ça a duré 1 an pour essayer d'arriver à un nouveau résultat. Et c'est surtout, on a appris ce métier-là tous ensemble. C'est-à-dire qu'avant, on avait un point commun. C'est une aventure collective, si vous voulez. Et un des éléments qui a aidé aussi, c'est le regard que les gens ont porté sur leur métier. Et j'ajouterais aussi le fait que vous avez recruté, ce qui est quand même important aussi dans... Oui, alors ça, oui, ça fait partie d'un certain nombre de choses qui, moi, sont très importantes pour moi. C'est-à-dire qu'on oppose souvent l'Internet et les nouvelles techno avec le métier traditionnel. Et je pense que c'est une énorme erreur. C'est-à-dire que nous, on est maintenant très numérique, puisqu'on vend sur numérique, sur le net, mais j'ai créé 80% des emplois dans les métiers traditionnels, c'est-à-dire la couture, la confection de store. Et moi, je n'ai pas un seul ingénieur. Et vous allez encore employer, et je vais encore en recruter parce qu'on continue de se développer. Donc, si vous voulez, moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. Il faut oser, il faut impliquer les gens, mais il ne faut pas opposer sans arrêt les uns aux autres. Les technos que développe Jean-Baptiste peuvent très bien me servir demain, moi, pour trouver de nouveaux marchés. Est-ce que vous regardez ce qui se fait Est-ce que vous regardez un peu ce qui se fait dans cet écosystème de start-up aujourd'hui numérique qui puise Bien sûr. Vous êtes vous-même ancien des télécoms. Je suis passé par le monde des jeux vidéo et des télécoms. Donc vous êtes sensibilisé à ce genre de choses. Vous, Jean-Baptiste, vous adressez à d'énormes sociétés, on l'a dit tout à l'heure dans la téléphonie, dans l'automobile avec Renault. Quelles sont les réactions de ces sociétés quand vous allez les voir avec votre technologie et quel accueil elles font? Parce que c'est deux façons de fonctionner différentes. Oui, alors ça dépend des cas. Parfois, effectivement, ce sont plutôt les commerciaux qui y vont. À vrai dire, j'y vais pas vraiment moi-même. Mais dans bien des cas, c'est eux qui viennent à nous et qui viennent chercher effectivement un savoir-faire, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc parfois, on a un petit message, contact@clé.tech. Bonjour, on est telle grande compagnie de chipsets. On a besoin d'une solution d'interprétation pour les commandes gestuelles. Vous vendez des licences, est-ce que c'est OK pour vous? Oui, voilà. Et on voit d'ailleurs à l'image une démonstration de votre technologie qui est effectivement une technologie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc il faut effectivement expliquer votre démarche. On a une réaction de Sylviane qui nous dit, en effet, nous avons de très bons ouvriers, d'excellents ingénieurs en France, mais ils ne sont pas toujours payés à leur juste valeur. C'est un atout. Faut-il encore savoir les garder et les rémunérer à juste titre pour qu'ils ne fuient pas le pays? Vous qui avez beaucoup de chercheurs dans vos équipes, est-ce que c'est difficile de garder ces chercheurs Alors les garder, je dirais oui, parce qu'on les incentive. D'abord, ils sont bien payés quand même, il ne faut pas exagérer. Je leur fais coucou parce qu'ils regardent, voilà. Ils sont certainement en train de regarder. Et puis non, on les a intéressés assez tôt, en tout cas les salariés initiaux. On leur a donné des BSPCE, dont vous allez parler, j'imagine. Alors des BSPCE, c'est un moyen, Bruno, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? Alors c'est une sorte autrefois c'était un gros mot, c'est une sorte de stock option. Ça permet effectivement de permettre à des salariés de bénéficier de bons de souscription d'actions, donc il y a un prix très très bas.
voire 0. Et ensuite, quand l'entreprise grandit et qu'elle prend de la valeur, à ce moment-là, quand le salarié exerce ses options, il détient alors une part du capital qui lui aura coûté pas très cher, voilà, en substance. De toute façon, vous revenez plus en détail sur ce système dans le Figaro Entrepreneur. Est-ce que je peux juste ajouter que quand même l'argument massu pour les garder, c'est l'ambiance. Hein. On a une cohésion, une cohérence qui est... Le fameux esprit start-up. Voilà, c'est fantastique, on se connaît tous très bien. Et effectivement, on est 31, donc c'est encore gérable comme ça. Ce sera peut-être moins le cas plus tard. Mais surtout, l'équipe tech en France, on est très resserré. Voilà. Quelques conseils généraux peut-être que vous pouvez donner à quelqu'un qui se lance, qui lance sa start-up. Vous parliez de l'importance des aides financières. Oui, le faire en France. Bon, alors le faire en France, effectivement, quand on est une boîte tech, voire deep tech, c'est fantastique. Il faut absolument rester ici. Ça, c'est juste merveilleux. On est dans une startup nation moment, si je puis dire, et donc tout le monde veut faire des startups. Il faut quand même bien prendre la mesure de la difficulté de ce que c'est. Alors là, je passe un peu du côté négatif, mais c'est d'une violence inouïe, il faut le savoir. Et voilà, on est bousculé absolument tout le temps, et puis on fait un foin des levées de fonds aussi. Les levées de fonds, c'est une perte de capital, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a une espèce de sous-système qui se met en place qui peut être un peu compliqué. C'est une aventure incroyable. C'est aussi une violence incroyable, il faut savoir dans quoi on se lance. Donc moi, je conseillerais de le faire. J'ai quitté l'université pour le faire, et je ne regrette pas du tout. Mes collègues ne le comprennent pas toujours d'ailleurs. Mais il faut bien savoir que là où on met les pieds, c'est pas simple, et on se tient tous la main, on est une start-up, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors une question de Rick Testy sur Twitter. Il y a beaucoup d'innovations en France, mais peu de gens avec la fibre commerciale. Les Anglais sont les maîtres là-dessus. Vous partagez ce constat ? Écoutez, nous, on n'est pas confrontés aux Anglais tous les jours, mais c'est vrai peut-être un jour. Oui, ben, j'espère. On est déjà confrontés aux Italiens. Non, je pense que c'est vrai que le métier de commercial n'est pas très valorisé en France, n'est pas assez valorisé, ça c'est clair. Après, il faut aussi que les commerciaux, on les dote des bons outils. Le métier de commercial a considérablement évolué. Et aujourd'hui, les commerciaux ne peuvent pas travailler correctement sans des outils modernes de prospection, les réseaux sociaux, utilisés intelligemment, des outils d'informatique embarqués, et demain des technos comme celles que développe Jean-Baptiste. C'est-à-dire que le métier, à la base, ne change pas, c'est de trouver des clients. En revanche, les outils qui permettent de l'exercer, eux, changent sans arrêt. Énormément. Oui. Vous parliez, Jean-Baptiste, de la violence quand on lance sa start-up. Thomas nous demande comment rassurer une personne qui vient vous proposer une idée et comment lui assurer que son idée peut être partagée sans risque. Waouh. Vous avez eu besoin d'être rassuré, vous ? D'être rassuré constamment, chaque jour, chaque matin, j'ai envie de dire. Alors vous êtes deux, hein, donc peut-être oui. que ça joue aussi. Alors effectivement, je ne me suis pas lancé tout seul dans cette aventure. Thomas Amilien est un ami de très longue date et c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance aveugle. Et c'est lui qui s'occupe d'ailleurs de la partie commerciale, ce qui reboucle avec la question d'avant. Et l'essentiel de nos commerciaux sont d'ailleurs américains. Thomas vit aux États-Unis et c'est comme ça qu'on se répartit l'affaire. Alors pour ce qui est de la question de la réassurance, oui, il faut pas y aller tout seul. Il faut bien segmenter les compétences. J'ai une compétence de recherche, de R&D, d'innovation. Thomas a une compétence de management au sens large et commercial massivement. Et il faut essayer de trouver des appuis un peu comme ça et d'avancer. Alors, quand on fait des levées de fonds, bien choisir les gens qui nous accompagnent, pas forcément des VC tout de suite, mais des gens qui ont monté des entreprises, qui ouvrent leur réseau et puis qui accompagnent au sens du board pleinement. Voilà, donc il faut construire comme ça son réseau et avancer pas à pas, même si dans une start-up, ça va très très vite. Alors on dit souvent que l'innovation par les grands groupes, on en parlait tout à l'heure, pour les grands groupes, ça passe par les relations avec les start-up. Mais Bruno, les relations ne sont pas toujours évidentes entre ces deux mondes-là. Et comment il faut faire pour que la mayonnaise prenne ? C'est compliqué, oui. En fait, parce que c'est vrai que les startups ont besoin des grands groupes pour avoir une assise, accéder à de grands marchés. À l'inverse, les grands groupes ont besoin de startups pour innover, pour en tout cas, faire fructifier de bonnes idées. Mais c'est vrai que les deux cultures sont tellement différentes. Vous avez un grand groupe qui va imposer des procédures, alors que la start-up va aller plus vite. Donc, sachant que le process, ça tue le business, donc c'est toujours très... Mais il y a des structures comme les accélérateurs ou les incubateurs qui permettent d'arriver à lier les deux.
Donc on peut y arriver, il y a des cas effectivement soit de coopération, de collaboration, voire d'acquisition, mais c'est vrai que le grand groupe a tout intérêt à garder un peu préserver l'indépendance, en tout cas la flamme de la start-up. Très bien, merci beaucoup. Alors avant de nous quitter, on va regarder à nouveau la réponse pour notre sondage Twitter pour voir si on a réussi à faire changer nos internautes d'avis. Alors je ne vois pas très bien, mais on va m'indiquer. Alors 61% qui disent toujours non, ça a un petit peu baissé, mais qui vote? Est-ce qu'on peut avoir l'identité des votants? Alors on demandera ensuite en régie les noms au cas par cas. Et il y a 39% de oui quand même. Donc voilà, merci beaucoup à tous les trois. Je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver nos conseils et surtout des témoignages sur comment se réinventer, exploiter et protéger ces bonnes idées dans le Figaro Entrepreneur du mois de novembre. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Pas d'entrepreneur le mois prochain pour cause de trêve de Noël, mais on se retrouve dans 2 mois pour parler d'un thème important. Quel âge pour entreprendre? 15 ans, 25 ans, 35 ans, 55 ans? On en parlera début février. Merci beaucoup. Au revoir.